Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je suis ravi de retrouver mon frère, mon ami, Cheikh Fatma Mbacké, dans ce numéro en prélude au Magal de Touba que ITV a voulu proposer à l'opinion francophone. Je suis reconnaissant à Cheikh Fatma Mbacké d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Et particulièrement, nous allons parler avec lui de cette œuvre magistrale de Serigne Touba, à savoir Massalikul Jinan. Vous savez que nous sommes dans le mois anniversaire de l'édification de la mosquée Massalikul Jinan à Dakar. Donc c'est une occasion extrêmement importante pour parler de l'ouvrage, un des chefs-d'œuvre de Serigne Touba, Massalikul Jinan. Mais avant cela, Cheikh Fatma Mbacké, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours très riche, mais on va retenir qu'il est ingénieur informaticien, que actuellement ses activités sont surtout du côté de l'édition d'ouvrages islamiques et de recherche aussi dans le mouridisme. Et il est membre de Rawdu Rayahin, dirigé par Ahmad Badawi, que nous saluons au passage. Ils sont donc très actifs dans tout ce qui est culturel, tout ce qui est recherche dans le mouridisme et particulièrement l'organisation du Magal. Alors, Cheikh Fatma Mbacké, je vous salue et je vous donne la parole pour qu'on puisse discuter avec vous sur cet ouvrage de Serigne Touba. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wal anbiya. Bonjour Imam, c'est pour moi un très grand plaisir donc d'être votre invité, de répondre à votre invitation pour échanger effectivement en prélude au Magal de Touba des problématiques qui touchent à la Mouridia et à l'islam en général. Et c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de parler effectivement de ces, comme vous l'avez dit, de ce chef-d'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba qui est l'ouvrage Massalikul Jinan. Surtout en ce mois anniversaire donc de l'inauguration de la mosquée qui porte le nom du livre, puisque beaucoup ne le savent pas, la mosquée porte le nom du livre Massalikul Jinan. Et c'est très symbolique puisque Massalikul Jinan signifie les itinéraires du paradis. Une mosquée qui porte ce nom-là, cela veut dire que les chemins qui mènent au paradis passent par la mosquée, passent par la prière, par l'adoration d'Allah. Et c'est vraiment un très grand symbole. Et en ce mois d'anniversaire, il nous faut effectivement se rappeler de ce moment, donc en 2019, de communion des cœurs entre tous les musulmans, d'unité des musulmans, puisque toutes les obédiences islamiques étaient présentes lors de l'inauguration. C'est le moment d'évoquer également la tolérance sénégalaise, puisque durant le séjour du Khalif à Dakar, le cardinal a rendu visite au Khalif. Ça, c'était le symbole également de la tolérance du Sénégal entre les religions. Mais c'était également des moments de réconciliation politique. On se rappelle de la réconciliation et des poignées de main entre le président Macky Sall et le président Wade, etc., etc. Donc c'est vraiment un très grand plaisir en ce mois d'anniversaire de cette inauguration-là, de revenir sur ce livre fondateur du mouridisme. Formidable, merci beaucoup pour cette brillante introduction. Et certainement que, Inch'Allah, en tout cas je l'espère beaucoup, avec votre soutien, avec votre participation et d'autres encore, des intellectuels de la Mouridia, revenir sur cette relation particulière et intense entre Serigne Touba et la mosquée. On reviendra certainement sur cet aspect, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, donc, on revient sur l'ouvrage en tant que tel, Massalikul Jinan. Alors, les francophones connaissent la traduction de Serigne Sam Mbacké. C'était déjà Serigne Sam Mbaye. Absolument. Serigne Sam Mbaye. C'était déjà formidable. Je viens d'ailleurs d'acquérir itinéraire d'un érudit, Serigne Sam Mbaye, fait par un jeune, je n'ai pas retenu le nom, qui me l'a envoyé. Et c'est formidable. Je n'ai même pas encore terminé la lecture. Mais alors, Cheikh Fatma Mbacké,
Mais quel est d'abord le contexte de la production de cet ouvrage? Parce que quand même, en ce temps-là, je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient lettrés. Qu'est-ce qui a fait que Serigne Touba s'est distingué en ce temps-là, pas seulement par la maîtrise de l'écriture arabe, mais par la production d'un ouvrage de cette densité intellectuelle et mystique, religieuse en général? Oui, Ivan, vous avez parfaitement raison, puisque on doit dire que Cheikh Ahmadou Bamba est l'un des écrivains les plus prolifiques du monde. Et il a commencé très tôt, bien avant 20 ans, je crois, son célèbre poème Sindidi, on dit qu'il l'a composé avant d'avoir 20 ans. Donc il a commencé très tôt à écrire, donc d'où l'importance qu'il donnait à l'écriture et à la production littéraire. Et Cheikh Ahmadou Bamba a écrit sur les sciences islamiques, comme Tazawwud Sighar, le viatique des enfants, Tazawwud Chouban, le viatique des adolescents, Jawharun Nafis, la perle précieuse. Il a écrit également dans des domaines de l'éducation, par exemple, comme Nahju. Il a écrit des khasaïd innombrables sur la salade ala nabi, sur les panégyriques du prophète, sur l'invocation, etc., etc. Il a écrit sur le soufisme, sur le tasawwuf. Et Massalikul Jinan se distingue par, est vraiment son ouvrage majeur dans ce domaine-là. Et on peut même dire que c'est son ouvrage le plus grand, en tout cas dans le domaine des sciences islamiques, puisque c'est un livre qui comporte 1563 vers. Il a écrit à quel âge? Il a écrit à quel endroit? Est-ce qu'on a des données précises? Oui, le contexte, je dois rappeler le contexte. Le contexte, c'est que vers les années 1880, on sait que le colonialisme était triomphant. Oui. Donc vraiment, nos vaillants résistants, malheureusement, beaucoup d'entre eux ont été défaits. Oui. Les armes à la main, bien entendu. Dans ce contexte donc, du colonialisme triomphant, la société était désarticulée puisque le colonialiste était venu avec sa religion, avec sa civilisation, avec sa langue et voulait imposer tout cela tout en profitant de nos ressources, bien entendu, économiques. Donc c'est dans ce contexte-là que Cheikh Ahmadou Bamba est apparu sur la scène. Puisque en 1881, lors donc de l'enterrement de son père, Mame Mor Anta Sali, on lui avait proposé de remplacer son père auprès du Damel du roi Lat Dior Diop, puisque Mame Mor Anta Sali était conseiller spécial de Lat Dior. Mais séance tenante, il a décliné cette offre-là pour dire que cela ne l'intéressait pas d'être dans une position de conseiller d'un roi. À l'époque, il avait 27 ans. Donc, c'était très courageux. Ça dénote déjà un charisme. Voilà. Parce qu'à 27 ans, on a beaucoup d'ambition. Absolument. C'était très courageux de sa part, puisque les compagnons de son père qui lui donnaient ce conseil-là, eux-mêmes voulaient cette position-là, mais ils pensaient que, comme c'était un jeune qu'on voyait pieux, avec beaucoup de connaissances, très proche de son père, donc il pensait qu'il pouvait le remplacer. Mais cette position courageuse-là lui a valu des éloges pour certains, mais surtout ses détracteurs l'ont taxé d'aliéné mental, puisqu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse décliner vraiment ces honneurs-là. À cette époque-là, il a composé un poème très célèbre, Khalou Yarkan, où il dit Khalou Yarkan li abwab salatini tahus jawaiza tughni kulla ma hini fa qultu hasbi rabbi waktafaytu bihi walastu radiya ghayra al-ilmi wad-dini. En gros, ils m'ont dit dirige-toi vers les portes des rois et tu obtiendras des récompenses qui t'enrichiront à tout moment. Et j'ai dit mon Seigneur me suffit et je me contente de lui et je ne désire rien d'autre que le savoir et la religion. Donc cette prise de position très courageuse lui a valu beaucoup de déboires à l'époque. Et
quelque temps après, il a fait un voyage à travers le Sénégal, un voyage spirituel à travers le Sénégal. Il a visité des saints, il a visité des hommes de Dieu, des hommes de savoir, des ulamas. Il est allé jusqu'en Mauritanie. Et à son retour en 1883, il a fait son célèbre appel vers la Mouridia. Quelque temps après, il était à Mbacké Kadior. Tous ces événements-là, c'était à Mbacké Kadior. Et ensuite, il s'est rendu en 1884 à Mbacké Bawol, donc son village natal, fondé par son aïeul Maram Mbacké. Et c'est là où il a composé Massalikul Jinan. D'accord. Donc, le souci qu'il avait à l'époque, c'était qu'il avait étudié la société, bien que très jeune. Il avait, comme j'ai dit, 27 ans en 1881. Donc, quand il a commencé à composer Massalikul Jinan, il devait avoir 29 ans. Donc, très tôt, il a compris les enjeux de l'époque, le colonialisme triomphant, la société désarticulée, l'enseignement qui était en lambeaux, puisque les Tchèdos étaient en train de faire des raquettes de gauche à droite, les populations étaient dans le désarroi. Donc, c'est à cette époque-là qu'il a pensé... Et quel était l'état aussi de l'enseignement, même islamique. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être peu d'ouvrages disponibles, etc. Absolument, puisque le colonialisme contrôlait même l'accès à ces ouvrages-là. Le bureau de Saint-Louis. Voilà. Donc, il y avait un contrôle strict sur les livres qui devaient entrer au Sénégal. En général, et nous devons rendre hommage vraiment à ces Sénégalais. Parfois, ils mémorisaient même les livres pour pouvoir les transcrire de mémoire pour que les gens puissent se les passer et étudier l'islam. Ça c'est vraiment une performance extraordinaire. Donc c'est à cette époque-là, quand il a fait son voyage en Mauritanie, c'était en partie également pour acquérir des ouvrages. Donc c'est après avoir acquis ces ouvrages-là, discuter avec d'autres ulamas à Saint-Louis, en Mauritanie, à travers le Sénégal. C'est après cela qu'il a composé Massalikul Jinan à partir de 1884. Aujourd'hui, même si vous allez à Mbacké Bawol, il y a une mosquée dans le quartier Mbussobé. Le tronc même de l'arbre sur lequel il s'adossait pour écrire Massalikul Jinan est toujours là-bas. Donc, pour vous dire l'importance de ce livre-là, puisqu'on a essayé de préserver tout cela. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il a écrit Massalikul Jinan. Très bien, cher Fatma Mbacké, je pense que c'était très très important de commencer par cette introduction pour montrer un peu le contexte dans lequel Serigne Touba va produire cet ouvrage. Moi, je retiens que c'est un contexte quand même où il y avait peu de chances d'avoir cette sorte de production. Donc, quelque part, on sent le soutien de Dieu par rapport à cette production, parce qu'il n'y avait pas quand même beaucoup de choses pour faciliter l'autonomie, la détermination et la production d'un ouvrage comme Massalikul Jinan. Absolument. Mais les circonstances ont permis au cheikh d'avoir les circonstances et son abnégation à acquérir de la science islamique. Puisque son père quand même était un grand érudit, gérait une sorte d'université islamique. Les Mauritaniens, les savants mauritaniens se rendaient au Sénégal. Et donc le Cheikh Ahmadou Bamba, très jeune, avait l'habitude de fréquenter ces hommes de Dieu, ces hommes de science, pour pouvoir connaître les noms des livres, connaître les sciences qui existent, avoir une ouverture dans le monde. Donc c'est le contexte lui a permis, bien que c'était un contexte très difficile, quand même auprès de son père d'avoir un brassage avec certains ulamas. Mais pour vous dire également que son premier livre, il a raconté, le premier livre qu'il a acquis, il avait vu un Mauritanien détenir un livre. Il voulait acquérir ce livre-là. Il a demandé au Mauritanien s'il pouvait lui vendre le livre. Le Mauritanien lui a dit, je vous vends ça avec 1 franc. Le cheikh lui a dit, je n'ai pas cette somme-là, mais on peut voyager. Quand j'aurai cette somme-là, je vous rachète ce livre-là. Ils se sont rendus auprès d'un ancien étudiant de Mamor Anta Sali, son père, et celui-ci lui a offert un habit neuf,
puisque le cheikh était habillé vraiment très très sobrement. Cette personne-là lui a offert un habit neuf. Quand ils sont sortis, il a enlevé les habits neufs pour lui donner aux Mauritaniens pour pouvoir acquérir le livre. Donc pour vous dire que c'était très difficile à l'époque d'avoir des livres, mais il était passionné par les livres, il était passionné par la connaissance, et ce qui explique que cette abnégation lui a permis quand même d'acquérir une connaissance extraordinaire qui lui ont permis de composer Massalikul Jinan. Effectivement, parce qu'en ce temps-là, quand même, ce n'était pas du tout évident de pouvoir accéder justement à ces productions intellectuelles. Mais alors, cher Fatma Mbacké, alors, maintenant, venons-en à l'ouvrage en tant que tel. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps d'approfondir, peut-être qu'on aura d'autres plateaux, Inch'Allah. Mais présentez-nous l'ouvrage en tant que tel, Massalikul Jinan. Comme vous le voulez, vous avez le loisir de nous le présenter. L'essentiel, c'est qu'on puisse retenir, en tout cas, les grandes lignes, n'est-ce pas, de cet ouvrage de Massalikul Jinan. Est-ce qu'il y a plusieurs chapitres, ou bien est-ce que vous nous les présentez en termes de sciences islamiques, etc. Oui, comme vous l'avez dit, Massalikul Jinan, il est difficile de présenter l'ouvrage en très peu de temps. Mais je vais faire de mon mieux pour vous donner un aperçu des grandes lignes du livre. Le livre comporte, comme j'ai dit, 1563 vers. Donc c'est un livre en versification, donc en vers, qui comporte 3 grands chapitres, mais précédés donc d'un avant-propos et d'une introduction. Dans l'avant-propos, le cheikh se présente lui-même, il parle de lui-même, de celui qui compose le livre. Il parle de ses motivations, qu'est-ce qui l'a motivé à écrire le livre. Donc, entre autres, il dit que le tasawwuf n'était plus enseigné ni pratiqué à l'époque de manière optimale. Donc, on sent déjà la volonté de réformer les choses et de ramener les choses à l'orthodoxie. Absolument, absolument. Et il dit que également les ouvrages qui existaient, les ouvrages d'Al-Ghazali, etc., il cite beaucoup d'écrivains sur le soufisme. Ces ouvrages-là étaient très très volumineux et il avait le souci également de faciliter l'acquisition de ces connaissances-là en recomposant donc l'essentiel de ces ouvrages-là sur un livre beaucoup plus court, beaucoup plus simplifié, mais en vers, donc facile à apprendre par cœur. Un souci didactique, quoi. Voilà, un souci didactique. Accessible puisque comme vous l'avez dit, c'était difficile d'avoir des livres. Oui. Donc, il fallait que les gens apprennent par cœur ces livres-là pour les transcrire et les transmettre à d'autres. Donc, il avait ce souci didactique. Donc, dans l'avant-propos, il a parlé de cela. Mais il a également insisté sur le fait il a demandé pour que les gens n'abandonnent pas ce livre-là à cause du fait qu'il était noir. Puisqu'à l'époque, également, c'était le complexe d'infériorité du noir, véhiculé par le colonisateur qui faisait tout pour rabaisser l'homme noir. L'arabe également, il en est en quelque sorte de même sur certains aspects. Donc, il fallait qu'il parle à sa communauté noire pour leur dire: je suis noir, mais la noirceur de la peau n'explique pas l'idiotie ou la méconnaissance de l'être. Là, il dit: Wala yasudduka madal azmani an aghzi kauni min as-surani. Ne te laisse pas abuser par ma condition d'homme noir pour ne pas en profiter. Et il dit la couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Ça, c'est la négritude avant la négritude. Voilà, donc il y a un ami qui a l'habitude de dire: si Senghor et Césaire sont les pères de la négritude, Cheikh Ahmadou Bamba est le grand-père de la négritude. Donc, en quelque sorte, c'est vrai. Parce qu'il jette les bases vraiment de... Et il montre que c'est l'esprit qui est important, pas le corps et le... Absolument. Donc, dans l'avant-propos, il insiste beaucoup sur ça. Et à l'introduction, là, il aborde une notion extrêmement importante en Afrique. C'est la notion de gestion du temps. La notion de gestion du temps, combien il était important de faire, de remplir le temps avec de bonnes actions, avec des actions. C'est pourquoi il dit
sachant que le temps d'une respiration humaine vaut une pierre précieuse sans égale, un trésor avec lequel on peut acheter un bien infini. Sois intelligent. Laisser passer ce temps sans bonnes actions est une grande perte le jour du jugement dernier. Donc, il introduit là une notion extrêmement importante. À l'époque, c'était la notion de gestion du temps, qui c'est une problématique toujours actuelle aujourd'hui. Une époque où certainement qu'il voyait les jeunes en train de courir partout. Les grandes places, les arbres à palabres, etc. C'est extraordinaire. Donc déjà, il abordait comment s'occuper, comment bien s'occuper avec le temps. Et il donne également des indications sur comment bien occuper le temps par la prière, parce que au-delà des obligations du musulman, il y a les prières surérogatoires, il y a le jeûne surérogatoire, il y a les virdes. Et là, arrêtons-nous un peu pour montrer également son sens élevé et son souci de l'unité des musulmans. Là où il dit « Fakul wirdin yuridul mourida li hadratillahi walan yahida ». Chaque wird conduit le pratiquant vers l'enceinte scellée d'Allah sans déviation. Peu importe que ce wird vienne de Djilani ou de Ahmad At-Tijani ou d'autres parmi les pôles, car ils sont tous dans la bonne direction. Là, déjà, il introduit également cette notion importante d'acceptation de l'autre, des sensibilités des musulmans, car ce qui réunit les musulmans est beaucoup plus important que ce qui peut les diviser. On peut avoir des sensibilités différentes, mais tout on est tous musulmans dans la même communauté. Dans la même communauté. Ça, c'est extrêmement important. Cheikh Fatma Mbacké, je dirais malheureusement, entre guillemets, il nous reste 2 ou 3 minutes. Certainement que vous reviendrez, Inch'Allah, pour qu'on continue à approfondir notre réflexion, notre méditation de l'ouvrage Massalikul Jinan. Mais là, puisqu'il nous reste quelques minutes de conclusion, est-ce que vous pouvez nous donner en conclusion quelque part les catégories principales de cet ouvrage? Serigne Touba traite de quoi? Quelles sont les grandes catégories dont il parle dans cet ouvrage? Je vais aller vite. Le chapitre 1 parle des obstacles sur la voie d'Allah, c'est-à-dire l'âme charnelle, la passion, Satan. Et il donne des indications sur comment combattre ces obstacles-là donc par rapport à celui qui aspire à aller sur la voie de Dieu. Ça, on en a vraiment besoin dans le monde contemporain. Absolument, absolument. Au chapitre 2, il parle des vices humains. Les vices humains, donc les vices apparents, c'est vraiment les interdits de l'islam, le meurtre, le vol, le mensonge, etc. Mais également les vices cachés. Et les vices cachés, il insiste beaucoup sur ces vices-là, puisque c'est les vices qui touchent le cœur, invisibles, et il donne donc des méthodes, des outils, des instruments pour combattre ces vices-là. Ce sont des vices comme la haine, l'orgueil, l'ostentation dans les adorations de Dieu, l'autoglorification de ses propres actions, etc. Donc ce sont des vices extrêmement graves qui touchent le cœur, et Cheikh Ahmadou Bamba les aborde en détail avec des solutions pour pouvoir combattre ces vices-là. Et en chapitre 3, il parle des règles de bonne conduite. Comme on le sait, wa innaka la'ala khuluqin azim. Donc le prophète même a été magnifié par Allah à cause de ses bonnes qualités, des valeurs qu'il portait. Également, il consacre un chapitre par rapport à ces valeurs-là, comment avoir un bon caractère, le scrupule, l'humilité. Quand on fait quelque chose, on privilégie le côté droit, prononcer la basmala quand on fait quelque chose, etc. Il énumère énormément de choses par rapport aux règles de bonne conduite. Et je dois dire, et il dit la bonne conduite intérieure, donc la bonne conduite extérieure, c'est ce qu'on doit faire par rapport aux autres êtres humains, mais la bonne conduite intérieure, c'est vis-à-vis d'Allah. Il dit la bonne conduite intérieure, c'est d'éviter de critiquer la volonté du Seigneur et ses décisions, fût-ce par de simples mots tels que si ce n'était Allah aurait pu ou Allah aurait dû faire ceci ou cela. Comme on fait maintenant. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc pour terminer rapidement, je dois dire que ce qu'on peut retenir de Massalik par rapport à nos vies d'aujourd'hui, à notre travail. C'est ce que je voulais dire justement, parce que est-ce qu'on va rester dans une posture de contemplation
par rapport à l'œuvre de Serigne Touba, ou bien est-ce que comment on peut le traduire, ou bien ce qu'on peut en traduire dans notre vie de tous les jours, surtout avec les crises du monde moderne et ce qu'on vit au Sénégal en particulier. Vous avez posé la question essentielle, je crois, par rapport à tout ce dont on a parlé, puisque quand Cheikh Ahmadou Bamba a écrit ce livre, c'est pour que les gens puissent en profiter. Et aujourd'hui, on peut toujours en profiter, même s'il l'a écrit plus d'un siècle avant. Puisque, comme j'ai dit, il a parlé de la notion de gestion du temps. En Afrique, nous avons ce problème-là. Les rendez-vous, quand les gens arrivent 1 heure de temps après le rendez-vous, quand vous fixez un rendez-vous, on vous dit peut-être il faut fixer 1 heure puisque c'est l'heure sénégalaise. Okay. Ça c'est problématique par rapport à notre développement. Cheikh Ahmadou Bamba a parlé dans Massalik de l'importance de la science. Et mieux, il a dit, il faut toujours pratiquer sa science. Il ne sert à rien d'apprendre la science sans essayer de pratiquer. Et là également, on peut, nos ingénieurs, il faut inventer des choses. Avec le Covid-19 aujourd'hui, à quelque chose malheur est bon, il y a certains de nos ingénieurs à Polytechnique qui essayent de concevoir des gels, etc., des produits. Je crois qu'on doit aller dans cette lancée-là. Avoir de la connaissance, acquérir de la connaissance, mais essayer de pratiquer et d'appliquer, ça peut nous servir dans notre développement. On peut également tirer de Massalik qu'on ne doit pas avoir de complexe par rapport à l'Occident, par rapport à qui que ce soit. Ni Occident, ni Orient. Absolument. On doit compter sur nous-mêmes avant l'aide extérieure. Et ça, c'est extrêmement important. Puisque c'est cet enseignement-là, d'ailleurs, qui a permis aux mourides d'avoir de grands projets, d'avoir réalisé de grands projets à l'époque où ce n'était pas évident. Par exemple, la mosquée de Diourbel a été faite en 1925. À l'époque, avoir une mosquée faite par des indigènes, entre guillemets, c'était extrêmement difficile. Le chemin de fer entre Diourbel et Touba a été réalisé par les Mourides. C'est le seul chemin de fer à l'époque réalisé par des Africains. Donc tout cela, c'est un enseignement tiré de Massalik, tiré de l'éducation du chef qui a permis aux Mourides à l'époque de s'approprier ces enseignements-là pour compter sur eux-mêmes avant de compter sur l'aide extérieure ou sur qui que ce soit d'autre. Je crois que ça c'est extrêmement important. Oui, cher Fatma Mbacké, tout le monde sera d'accord avec moi qu'on est resté sur notre faim et qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez dire. Et Inch'Allah, j'espère qu'on pourra se trouver un autre agenda pour que, n'est-ce pas, après le Magal, Inch'Allah, qu'on ait d'autres plateaux pour que vous puissiez revenir encore nous entretenir aussi bien de Massalikul Jinan mais que d'autres aussi ouvrages de Serigne Touba. Mais c'était quand même intéressant déjà de commencer par ce chef-d'œuvre comme vous l'avez montré dans le contexte, aussi les enseignements qu'on peut en tirer. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire à découvrir, à comprendre. Je vous remercie d'être venu, de nous avoir donné toutes ces explications et n'est-ce pas que Dieu vous récompense sans limite. Et on se donne rendez-vous pour un autre numéro Inch'Allah en prélude au Magal de Touba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.